messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. C'est parti pour le mois du patrimoine qui débute officiellement en Algérie. Une série d'événements et d'activités culturelles sont au programme à travers le territoire national. Le coup de lancement a été donné ce matin par la ministre de la Culture. Les vieux cafés de la Casbah ou les cafés morts de cette vieille médina d'Alger sont une partie importante de notre patrimoine délabré et dégradé sous l'effet du temps et de la négligence. Un reportage à suivre tout à l'heure. Commémoration aujourd'hui du 39e anniversaire du printemps berbère, marqué par un mouvement de manifestation pour la revendication de l'identité amazigh. Et puis nous irons également à Borj Bouarerich pour parler d'investissement avec l'exemple d'une entreprise qui s'est lancée dans le défi de la fabrication des équipements de sport. C'est un reportage que vous pourrez suivre tout à l'heure. Avant de développer ces titres, une information à vous donner. Donc, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, nomme ce 20 avril Mohamed Ouaret à la fonction de directeur général des douanes en remplacement de Farouk Bahamed, dont la fin de fonction est prononcée également. Chef de l'État, Abdelkader Ben Salah a également chargé ce 20 avril Ammar Hiwani, vice-gouverneur de l'intérim du gouverneur de la Banque d'Algérie. Des informations donc à retenir également ce soir. C'est parti, comme je l'ai annoncé en titre, c'est parti pour le mois du patrimoine qui débute officiellement en Algérie. Une série d'événements et d'activités culturelles sont au programme à travers le territoire national, depuis Alger, où se sont tenues 3 expositions en marge du lancement de cet événement, placé cette année sous le slogan Patrimoine culturel et sécurisation. Couverture Nassima Imloula. C'est au Palais de la Culture Moufdi Zakaria qu'a eu lieu le lancement officiel du mois du patrimoine par la ministre de la Culture Mariam Merdassi et qui sera célébré sous le thème Patrimoine culturel et sécurisation. On a axé un peu la journée d'aujourd'hui avec les secteurs de sécurité. Donc il y aura donc la DGSN, la Sûreté nationale, il y aura la gendarmerie et la douane, avec des représentants qui vont parler un peu du travail qui est fait en commun avec le ministère de la Culture, avec les ministères de la Justice aussi, et aussi avec tous les secteurs concernés. Le coup d'envoi des festivités officielles a été marqué par 3 expositions, notamment celle organisée par le Centre régional de la conservation du patrimoine culturel immatériel en Afrique, nouvellement installé dans notre pays. Cette exposition montre au public les éléments du patrimoine culturel immatériel inscrits sur les différentes listes de l'UNESCO par les pays en question. Il y a 27 pays qui sont représentés dans cette exposition. J'invite les citoyens, les étudiants, les lycéens, les écoliers, le citoyen pour venir visiter cette exposition. C'est en étroite collaboration avec les services spécialisés de la Direction générale de la Sûreté nationale, du commandement de la gendarmerie et de la Direction générale des douanes algériennes que le secteur de la culture va mettre en relief la stratégie nationale de sécurisation des biens culturels. L'intervention des services des douanes algériennes, de par leur présence au niveau des frontières, en matière de la répression et de la protection du patrimoine culturel, elle intervient comme un socle très important qui est prévu par les premières dispositions du Code des douanes. Pour appréhender de tels crimes transfrontaliers, elle se fait en collaboration étroite avec les services de sécurité, les différents services de sécurité, pour le partage de l'information et l'exploitation aussi efficace du renseignement. Plusieurs festivités sont attendues dans plusieurs wilayas du pays, une occasion pour investir dans les générations et consolider l'identité nationale et culturelle liée à cet héritage d'envergure. Les vieux cafés de la Casbah ou les cafés morts de cette vieille médina d'Alger sont une partie importante de notre patrimoine délabré et dégradé malheureusement sous l'effet du temps et de la négligence. Ces espaces ont eu jadis leur temps de gloire. Ces cafés étaient les lieux de rencontre où se donnaient rendez-vous les noms les plus illustres du Chabi, dont les voix semblent encore résonner entre les murs décrépits de la Casbah. Amal Bouakba. Autrefois véritable lieu de culte des mélomanes du Chabi, patrimoine fabuleux et indissociable de la cité millénaire, les cafés mythiques de la Casbah n'ont gardé aujourd'hui que les noms et le souvenir nostalgique
d'une époque lointaine. Dans la Kasbah, il y a beaucoup de cafés, entre autres celui de Khewji, Chamba, La'arish, Zenk, Bouzoran, Boumghiraf, Bouchiba, Café des Sports. Il faut savoir que chaque café avait sa troupe de Chabi qui animait les soirées durant tout le mois de Ramadan. Avant, les gens avaient du respect pour autrui, faisaient preuve de savoir-faire, de patience. Aujourd'hui, tout le monde est stressé et pressé. Chacun veut passer en premier. Jadis, ces cafés représentaient de véritables espaces d'échange et de débat. On venait se détendre pour siroter un café ou un thé, tout en respirant les mille et une odeurs de la vieille cité, bercée par les sons du Chabi. En français, on dit que le café est un pouvoir social. Celui qui veut demander en mariage une fille ou acheter quelque chose va au café. Tous les notables d'Alger se rencontraient dans ces espaces. Avant, il y avait des chaises pour s'asseoir. On nous servait du café ou du thé dans des tasses et non dans des gobelets comme aujourd'hui. On passait un pur moment de bonheur dans ces cafés. Aujourd'hui, par contre, on sirote notre boisson sans même apprécier. Il n'y a plus aucun charme. Au charme unique, les célèbres cafés de la vieille cité sont aujourd'hui livrés à l'abandon, marqués par les aléas du temps et la négligence humaine. Un patrimoine inestimable qui mérite certainement des actions urgentes de préservation. On continue de parler du patrimoine pour aller cette fois à l'extrême sud du pays où les vestiges targis font justement partie de notre culture, cette culture amazigh. Nous allons précisément donc à Taman Rasset pour découvrir le musée de l'Office du Parc national de l'Aragar. Le parc se situe dans le massif du Hogar à l'extrême sud de l'Algérie. Récit Soumeya Zalouani. Ici, le visiteur est saisi par la beauté des lieux. Il s'agit du musée de l'Office du Parc national de l'Aragar. C'est dans une ambiance intimiste que le musée ouvre ses portes aux visiteurs et dévoile ses trésors jalousement gardés, comme des bijoux, sous des vitrines étincelantes. Histoire de donner plus d'intensité aux objets exposés, qui datent, pour la plupart, de plus de 3 millions d'années. Le parc national de l'Aragar est un véritable musée à ciel ouvert. Il recèle plusieurs sites archéologiques qu'il faut absolument préserver. Nous pensons également à inculquer cette culture de préservation de ce patrimoine aux générations futures, en commençant par les enfants scolarisés, en organisant des sorties pédagogiques. Dans le cadre des activités organisées en plein mois du patrimoine, les musées représentent un bon plan sortie ainsi qu'une manière de se réconcilier avec notre culture et notre histoire. C'est le cas du musée de l'Aragar qui reflète la beauté et les richesses du parc. Les médias, de leur côté, jouent un rôle important dans la promotion des potentialités touristiques que recèle le Hogar. الصرادة ويقلن برامج منيل برامج ويغ دغريت سكني ويقال تنفات إلى أجنا دغك هلوان تمنقصد نسانسين لنا سكنين يقال هردغ كلن وين السياحة دغوانا كان ميدن وين ما وين سلان إلزامنا أصراد ويقال برامج ويغ الإنسان اللي يجي يزور حديقة الأحجار الواسعة. Il faut savoir que le parc national de l'Aragar est immense. Le visiteur de ces lieux doit impérativement passer d'abord par le musée. Cela va lui permettre d'avoir une idée sur la cartographie du parc. Il pourra ainsi choisir les sites qui attirent sa curiosité. Les sites archéologiques et touristiques que renferme la wilaya de Taman Rasset constituent des richesses patrimoniales reflétant des pans entiers de l'histoire de l'Aragar qu'il est impératif de préserver en dépit des aléas du temps. Nous sommes le 20 avril et on commémore aujourd'hui le 39e anniversaire du printemps amazigh, marqué par la revendication de l'identité amazigh. Aujourd'hui, l'Algérie entière célèbre cet événement avec des festivités, des expositions et des conférences, bien sûr avec des conférences pour revenir sur les acquis qu'a eu la culture et la langue amazigh. Badia Amani. L'Algérie, avec son patrimoine culturel et civilisationnel diversifié, dessine les plus beaux tableaux de l'unité nationale avec ses dimensions tamazight, arabe et islam. Tamazight, considéré comme élément fondamental de l'identité nationale, a franchi de grands pas en Algérie.
à commencer par sa sauvegarde comme héritage civilisationnel, jusqu'à sa promotion et sa consécration dans la Constitution comme langue nationale et officielle. En conférant à la langue amazigh une dimension constitutionnelle, des chantiers pour sa promotion ont été lancés. Tamazight a été ainsi introduite dans les programmes scolaires et son enseignement a été généralisé à travers le pays. La langue amazigh a également été introduite dans les universités pour encourager les recherches académiques. Tout ceci avec le concours et l'accompagnement du Haut Commissariat à l'Amazirité. Toujours dans le cadre de la promotion de cette langue, l'Académie algérienne de la langue amazigh a vu le jour. La culture amazigh a connu elle aussi une véritable dynamique ces dernières années en l'intégrant dans la scène culturelle algérienne à travers différents festivals nationaux du cinéma, de la chanson, de la littérature et de la poésie amazigh. Ces images à travers le pays traduisent la célébration des Algériens pour Yennayer, devenue une fête nationale et une journée chômée payée. La langue amazigh continue à fleurir à travers le vaste territoire de notre belle Algérie. Les mouvements amazighs en Afrique du Nord est un ouvrage sorti aujourd'hui à l'occasion justement de la commémoration de ce 20 avril. C'est un ouvrage qui se consacre à l'étude du mouvement amazigh dans 5 pays particulièrement, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, ainsi que l'Égypte. C'est un travail de recherche qui a duré 2 ans et qui s'intéresse aux formes d'expression amazigh empruntées dans ces territoires différents. Reportage Youssef Tafer, le récit de Soumeya Zarouadi. À l'occasion de la commémoration du printemps berbère, Nasser Djabi, chercheur en sociologie, a présenté cet après-midi son ouvrage au grand public à la maison d'édition Chihab à Bab el-Oued. Lors de cette vente dédicace, les mouvements amazighs en Afrique du Nord est le premier ouvrage consacré à l'étude du mouvement amazigh dans cette région comprenant 5 pays, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. C'est la première étude, peut-être au niveau mondial, qui s'intéresse à la question amazigh, au mouvement amazigh, dans 5 pays de la région de l'Afrique du Nord. C'est une étude qui a été réalisée par une équipe de 11 chercheurs, issus de plusieurs spécialités, des anthropologues, des économistes, des politologues, des 5 pays, des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, des Libyens. Et le travail a consisté à faire un bilan des mouvements amazighs sur la base d'une approche sociologique, démographique et politique. Fruit d'une collaboration interdisciplinaire entre 11 chercheurs dans les domaines de la sociologie, de l'anthropologie et des sciences politiques, tous natifs de la région, ils ont étudié des échantillons de régions amazigrophones des 5 pays allant du Rif de l'Atlas central au Maroc, en passant par la Kabylie, Ghardaïa et la région de Touareg, en Algérie et en Libye. C'est la première fois qu'il y a une étude sociologique qui pourrait permettre aux linguistes qui se sont trop occupés de ce domaine d'avoir une perspective beaucoup plus large, beaucoup plus grande et de dire en fin de compte que la langue est liée à la société et on ne peut pas l'en détacher. Elle est liée à l'histoire, elle est liée aussi à l'imaginaire et aux représentations. C'est la première fois qu'il y a un livre comme ça. On peut être bien évidemment contre un ensemble d'aspects qui sont soulevés dans ce livre, mais cela reste quelque chose de fondamental qui va provoquer, je l'espère, des études critiques sur le livre, mais des études complémentaires qui prôneraient l'approche des sciences sociales et humaines. L'importance de cet ouvrage, elle permet de clarifier c'est quoi le mouvement culturel berbère, dans toute sa diversité, avec toutes ses ramifications. Et ce projet de recherche, elle a pu quand même déconstruire beaucoup de préjugés. Et ce sujet-là, justement, il demeure d'actualité. On a dit qu'en quoi l'amazirité, c'est un élément d'abord d'intégration nationale et d'intégration maghrébine. Cette enquête scientifique qui a duré 2 années rassemble de nombreuses données géographiques et sociodémographiques propres aux régions amazigrophones dans les États d'Afrique du Nord. Une cérémonie de distribution de près de 1500 logements publics locatifs à Ain-de-Fla a eu lieu ce matin en présence des autorités locales. Les nombreux bénéficiaires de ces logements étaient tous heureux de recevoir les clés de leurs appartements tant attendus. Reportage Walid Sari, le récit de Badia Armani.
Ces 1500 logements publics locatifs LPL ont été attribués au profit de 2 communes de la wilaya, à savoir Khmis Miliana avec 619 unités et Ain Dfla avec 740 unités. La joie se lisait sur les visages de ces heureux bénéficiaires qui ont longtemps attendu de prendre possession de leurs clés. نتمنى ان شاء الله المغبونين اللي ما داوش ان شاء الله يدوا يستفادوا كما استفدنا وان شاء الله ربي يجيب لهنا البلاد هذا واش كاين. ربي يفرحكم ويفرح اللي راهم يفرحوا في المغبنه، ربي يفرحهم ويحفظ بلادنا، ربي يهدي البلاد وربي ان شاء الله يكون في العون ان شاء الله معاهم. استفدنا والفرحه راهي كبيره ومانيش قادره نعبر على شعوري. 30 خويا عم بعد 30 سنه مثل 88 حتى 2019 استفاديت اليوم بالمفتاح. نشكر العمال ونشكر الخدامين ونشكر الكوميكس كبير وصغير كله اللي اشتركوا وانا فرحانه كثير يعني ما تقدرش قداش يعني هيك يعني يعيش بزين لك يعني. Même les personnes aux besoins spécifiques ont été concernées par cette importante opération. Ils n'ont d'ailleurs pas caché leur bonheur de pouvoir ainsi vivre dans un nouvel appartement. والحمد لله هذا العام في خميس مليانه خرجت كما نقولوا احنا كوطه كبيره للمعاقين 17 معاق استفاد في خميس مليانه الحمد لله. نشكر السيد الوالي بزاف والله يحفظ الجزائر والله يرزقنا الامن. مبروك ان شاء الله للجميع ان شاء الله ونطلب رب العالمين ان شاء الله الهنا للشعب الجزائري. نتمنوا لهم ان شاء الله اللي ما داوش ربي يفرحهم ان شاء الله. Cette opération porte le nombre de logements à plus de 4000 unités distribuées depuis le début de l'année. D'autres opérations similaires seront organisées avant le mois sacré du Ramadan. L'information sécuritaire qui nous parvient du MDN ce soir. Alors, pour le détail, une cache d'armes et de munitions a été découverte hier à Timyewin, près de la bande frontalière sud de la wilaya d'Adrar, par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique donc ce communiqué du MDN. La cache contenait un pistolet mitrailleur, un pistolet automatique de type Kalachnikov et un chargeur de munitions, précise encore le MDN. À Boumerdès, cette fois, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit un abri pour terroristes contenant 4 kg de matière explosive, des outils de détonation, une quantité de munitions, des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et d'autres objets, ajoute la même source. Par ailleurs, un détachement de l'ANP en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale a appréhendé à Tizi Ouzou un individu suspect à bord d'un véhicule contenant des armes à feu et des objets prohibés, selon le MDN toujours. Cette opération a permis la saisie précisément d'un fusil de chasse de 16 mm, un pistolet automatique de 8 mm, 3 bombes lacrymogènes, 975 comprimés psychotropes, 2 couteaux, 6 téléphones portables dotés de cartes mémoire, une somme d'argent estimée à 127 000 dinars et 2 passeports algériens et français. À Taman Rasset et Ingezem, des détachements de l'ANP en coordination avec des éléments des douanes ont arrêté lors d'opérations distinctes 20 orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, 13 groupes électrogènes, 8 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux et 2 motocyclettes. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tebessa, Taman Rasset et Borj Bouarerij 2 individus et saisi 8 kg de kif traité, une somme d'argent estimée à 570 600 dinars tunisiens et 699 950 dinars algériens, ainsi que 720 litres de carburant. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP et des éléments des gardes-frontières ont intercepté 14 immigrants clandestins de différentes nationalités à Ingezem, Gherdaya et à Bchar également. Pour l'actualité à l'étranger à présent, on voit cela en bref avec Adel Bouhames. Les Égyptiens votaient samedi pour un référendum sans suspense sur une révision constitutionnelle devant permettre à Abdel Fattah Sisi, président depuis 2014, de prolonger son mandat et de consolider son pouvoir. Les 62 millions d'Égyptiens convoqués aux urnes ont de samedi à lundi, entre 9h à 21h locales, pour dire oui ou non à la réforme constitutionnelle.
Les forces loyales au gouvernement d'union nationale basées à Tripoli ont annoncé le début d'une contre-attaque contre leur rival mené par le maréchal Khalifa Haftar au sud de la capitale libyenne, où les combats ont redoublé d'intensité. Des tirs nourris de roquettes et d'obus ont été entendus depuis plusieurs quartiers de la capitale après quelques jours de combats de faible intensité, n'ayant pas permis à un camp ou à un autre de changer la donne sur le terrain. Les leaders de la contestation au Soudan tiennent aujourd'hui des discussions avec les dirigeants militaires qui ont refusé jusque-là de transférer le pouvoir à une autorité civile. C'est ce qu'a déclaré Siddiq Youssef, un responsable de l'ALC qui regroupe plusieurs partis politiques et groupes de la société civile qui mènent la contestation. Mobilisés depuis plus de 5 mois, les Gilets jaunes étaient de retour dans la rue samedi pour un acte 23 marqué par de nouvelles tensions à Paris, à l'issue d'une semaine dominée par l'incendie à Notre-Dame. Et se sont poursuivis aux abords de République par un face-à-face tendu entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène et ont procédé à plusieurs charges devant un restaurant McDonald's, parfois muni de lanceurs de balles de défense. Direction Borj Bouarerij pour parler d'une entreprise qui s'est lancée dans un défi particulier, la fabrication des équipements de sport de statut d'importateur. C'est un investisseur privé qui a réussi à inonder le marché national de ses propres produits. Il a même réussi à arracher des marchés à l'international. Badia Amarni l'a rencontré à Borj Bouarerij, reportage. Nous sommes ici dans une entreprise privée nationale spécialisée dans la production du matériel, équipements sportifs et confection de tenues de sport. Tous les jours, les ouvriers de cette usine implantée à Borj Bouarerij travaillent avec minutie car la précision est requise dans ce genre de travail où la sécurité des sportifs est mise en avant. Une gamme de produits riches et variés est mise à la disposition de sa clientèle. Sacs de boxe, appareils de musculation, billard, baby-foot, table de tennis, bancs de touche, tunnels de foot sont entre autres produits destinés aux salles de sport et aux stades à travers le pays. Cette entreprise a réussi à s'imposer en mettant sur le marché des produits 100% made in Bladi. Dans le cadre des encouragements de l'État pour les exportations, notre entreprise a réussi à franchir un pas important dans ce domaine. Notre produit est exporté vers les pays du Maghreb, mais également de l'Afrique, à savoir la Tunisie, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Notre entreprise participe pleinement au développement de l'économie nationale. Cette usine, en plus de l'atelier de confection des tenues de sport, emploie 120 personnes. L'ambition de cette entreprise est de conquérir d'autres marchés extérieurs. Le programme des exportations pour 2019 sera élargi à d'autres pays dans les autres continents. Cette entreprise a aussi pour objectif d'élargir sa présence partout en Algérie en ouvrant d'autres showrooms. Son objectif est de se rapprocher davantage de sa clientèle pour mieux la servir. On a des showrooms à diaspora, des showrooms dans le territoire national et on couvre plus de 75% dans la production nationale. On a un programme pour le 2019. On a beaucoup de zones qu'on va ouvrir des showrooms comme la zone Est, l'Ouest et le Sud. Cette entreprise redouble chaque jour d'efforts pour mettre sur le marché des produits de qualité. D'un simple importateur, cette entreprise a réussi son challenge, celui de produire localement tous ses équipements de sport. Puis on termine par l'événement, c'est le mois du patrimoine, pour vous faire découvrir à Tbessa l'appellation de l'arc de Caracalla. C'est un endroit particulier qui se trouve dans la vieille ville de Tevest. Il a été érigé en 212 en l'honneur de l'empereur Caracalla. C'est un arc qui nécessite aujourd'hui une grande opération de restauration. On voit cela en détail avec Jazia Bayou. Il fait partie des rares vestiges romains les plus conservés et les plus importants en Algérie. L'arc de Caracalla, érigé en 212 en l'honneur de l'empereur Caracalla, fils de Sévère, demeure l'unique au monde qui possède 4 faces identiques.
L'arc a été érigé par l'un des habitants de la Numidie, dans cette région Tébessa, appelée auparavant Téveste. Son maître d'ouvrage, Caius Cornelius et Grilianus, est un riche Tévestan, devenu préfet de la 14e Légion romaine en Europe centrale. L'arc a subi plusieurs restaurations, d'abord durant la période coloniale, ensuite durant l'indépendance dans les années 90 et la dernière en 2004. Mais hélas, ces rénovations n'ont pas été faites suivant les normes internationales de restauration. L'arc de Caracalla est un vestige à caractère commémoratif servant de porte de ville, et non d'un arc de triomphe, car les triomphes n'étaient célébrés qu'à Rome. Aujourd'hui, et par manque d'une politique de mise en valeur des sites archéologiques, le vestige romain résiste tant bien que mal aux aléas de la vie, dans ce monde en perpétuel changement. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses électroniques qui s'affichent en bas de votre écran pour les replays des journaux télévisés et des émissions de la chaîne. Très bonne soirée à tous.